Donc, je vais vous présenter un exposé avec Thibaut Périni qui m'a rejoint tout à l'heure. Un exposé autour de la compaction d'un remblai en matériaux granulaires sous les caissons de Monaco. Quand je dis sous, c'est sous et derrière les caissons. On ne parlera pas vraiment de conception, mais plutôt de contraintes de conception et de certitude d'obtenir les paramètres réels ou de les contrôler. Toute la conception avait été faite dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre intégrée entre Bouygues et Aegis. Et donc je vais vous présenter le début du projet pour vous situer un petit peu le contexte. Alors on vous présentera le contexte que je suis en train de commencer à faire, les problématiques géotechniques, sans rentrer trop dans les détails, mais quels étaient les enjeux et les contraintes à respecter, la nature des matériaux granulaires que l'on avait envisagés, et puis ensuite Thibaut vous présentera les planches d'essai et planches de convenance sur ce projet. Donc là vous voyez une vue d'avion avant-projet avec toute la zone dans le cercle qui constitue l'extension dont on va parler. Vue en plan également de cette extension qui est contrainte entre à gauche, légèrement au sud en réalité, Port Hercule et à droite des épis des plages du Larvoto, donc un contexte environnemental assez contraint. Les caissons auxquels on va s'intéresser sont ceux que j'ai représentés là par cette ceinture. L'idée est de faire une espèce de presqu'île ou d'excroissance par des fonds naturels qui oscillent entre moins 30 et moins 45. La pente des fonds est assez importante dans cette zone-là. Et donc, l'objectif final, c'est de créer une extension urbaine de 6 hectares, protégée ou ceinturée par la ceinture rouge de caisson, qui a une double fonction. Retenir le sable, bien sûr, mais également protéger les immeubles, les voies et tout l'aspect urbain des vagues, avec un challenge qui était lié au fait que, de manière assez naturelle, on souhaite à la fois être protégé des vagues, on ne souhaite pas que les vagues viennent briser les vitres régulièrement, mais on souhaite aussi garder le contact avec la mer pendant 99% du temps, d'où la complexité des structures qu'on a été amené à imaginer. Ces structures, on les voit avec cette espèce d'éclaté, de vue éclatée de la ceinture. Donc on parle de caissons qui font environ 25-27 mètres de hauteur, avec des chambres d'amortissement des vagues, des chambres à double paroi pour laminer progressivement les vagues avec une porosité décroissante. Alors l'objectif de cette décroissance, là on n'est pas dans la géotechnique, mais c'était avant tout de limiter la réflexion des vagues pour ne pas perturber le port existant à côté, mais également d'absorber le maximum de franchissement pour pouvoir être aussi bas que possible tout en étant hors d'atteinte des vagues. Donc ces caissons, ils ont besoin d'avoir une certaine stabilité en termes de géotechnique. Les conditions de projet, des houles de projet assez faibles, on est dans une zone pas très exposée de la Méditerranée, 4,40 m en centenale, c'est pas très élevé. Un séisme par contre un peu plus élevé compte tenu des contraintes d'amplification, etc. Donc qui faisait calculer le caisson pour 0,29 G au niveau non pas du bedrock, mais au niveau de la fondation du caisson. Et une originalité, les charges induites par les immeubles, parce que malheureusement, il y avait des immeubles dans ce que les géotechniciens appellent le coin de poussée. Et donc, il y avait une interaction assez forte entre les charges sismiques sur les immeubles, qui étaient à 1,50 m de ces caissons. En général, quand on fait des caissons de ce genre en zone portuaire, on se contente de mettre un remblai classique avec 2 tonnes par mètre carré ou 4 tonnes par mètre carré de l'autre côté. Là, on a des immeubles à 1,50 m, ce qui n'était pas notre choix idéal au départ en tant qu'ingénieur, mais bon, il a fallu s'en affranchir. Les charges sont venues d'un modèle sismique dont je ne parlerai pas, un modèle de comportement sismique global qui avait été fait par Tractebel dans le cadre d'un autre contrat lié aux superstructures. Alors cette coupe illustre un petit peu, en 2D en tout cas, les problématiques géotechniques. Donc les forces, les 3 flèches représentent les 3 forces principales qui dimensionnent nos ouvrages. La bleue à droite, c'est le creux de la vague. Paradoxalement, ce n'est pas la crête de la vague qui va faire mal, parce que la crête va mettre en butée un massif qui a plus que la capacité d'y résister. C'est plutôt au moment du creux de la vague qu'on va avoir des dépressions de 6 à 7 mètres d'eau à peu près. Et les 2 flèches vertes et jaunes correspondent, alors la jaune à la poussée sismique classique d'un remblai ou d'un mur de soutènement,
La verte est moins classique, c'est les charges venant des immeubles et qui sont transmises via les pieux. Même si les pieux sont fondés au rocher, c'est un peu une vue de l'esprit d'imaginer qu'ils ne transmettront rien. Donc il y avait des transmissions d'efforts horizontaux au niveau du caisson. Donc voilà les forces qui gouvernaient la stabilité et les déplacements. Et toutes choses calculées par ailleurs, on arrivait au fait qu'il y avait pas, on avait besoin sur toutes les zones en ocre, à la fois l'assise du caisson, mais également le remblai en poussée. On avait besoin d'un matériau ayant environ 46-48 degrés d'angle de frottement, avec des caractéristiques de déformation extrêmement strictes sur lesquelles on va revenir. Bon, on va même tellement y revenir que je laisse Thibaut en parler. Bonjour à tous. Alors au niveau des performances du matériau, effectivement on avait un contrat assez exigeant puisqu'il fallait atteindre un angle de frottement de 46 degrés en statique et 48 degrés en dynamique. Ça c'est pour des questions de stabilité au glissement et des questions de poussée sur caisson. On avait, pour assurer la stabilité de la ceinture de caisson, une densité de 2,10 tonnes par mètre cube à atteindre dans le remblai de ballastage de caisson que vous voyez en hachuré dans le caisson. Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Ouais, bon, on ne voit pas, mais c'est ici. Pour la maîtrise des tassements, donc ce qu'on appelle le rack, c'est le rack est un petit morceau du RTPT, c'est toute la zone que vous voyez en trait noir plein. Il y avait une exigence d'un module de 17,5 mégapascal pour maîtriser les tassements. Et à l'arrière, dans le bloc technique, qu'on appelle le RTPT, donc sur la partie... je vais arrêter d'utiliser ça, je pense. Dans la partie hachurée, on avait 17,5 MPa à 20 mètres de profondeur, donc c'était une loi HSM classique qu'il fallait respecter. Et bien sûr, bien très important pour la suite des opérations, des tassements en surface très très contraignants à 50 ans, puisqu'il était demandé dans les zones où les pieux étaient non tubés 15 mm à 50 ans, et dans les zones de transition ou sur la promenade, c'est les zones vertes et les zones bleues, 30 mm, et dans la zone centrale où les pieux étaient tubés, on avait le droit à 90 mm, on a le droit à 90 mm de tassement sur 50 ans. Ces matériaux, ça ressemble à quoi? Donc c'est pour atteindre ces performances, on n'est pas dans des matériaux type sol, on est plutôt dans du caillou, du bloc, vous allez le voir. Donc ça a été fabriqué dans une carrière qui s'appelle Châteauneuf-les-Martigues, c'est à côté de l'étang de Berre, pour ceux qui connaissent, vous voyez sur la photo de gauche au fond l'étang de Berre, et c'est une carrière calcaire. Vous voyez au fond de la carrière l'ensemble de l'unité de production, et pour toute la phase maritime qui a constitué l'assise des caissons et le bloc technique, on a produit à peu près 720 000 m3 de matériaux. En définitif, avec le bloc technique, on arrive à peu près à 1 million de mètres cubes de matériaux. Alors, bien évidemment, pour mesurer des angles de frottement sur des matériaux aussi grossiers, donc c'est la courbe granulométrique en bleu que vous avez, 20 mm pour le plus petit élément et 180 pour le plus gros. C'est difficile de faire des essais conventionnels. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des fuseaux homothétiques. On a créé deux fuseaux homothétiques, le rouge et le vert que vous voyez à l'écran, qui ont permis de faire un certain nombre d'essais, des essais triaxiocycliques à la grande cellule. On a pris une grande cellule de 300 mm, on les a cisaillés et on a regardé quels étaient les angles de frottement qu'on pouvait avoir. Donc on a l'ensemble des essais ont donné à peu près un angle de frottement de 48 degrés en statique, et c'est un matériau, le 550, c'est le matériau que vous voyez à l'écran là, ici, ça ressemble à une grave. C'est un matériau qui est effectivement très frottant. On a fait aussi, on peut faire des choses assez simples en carrière. Vous prenez tout simplement un tas de matériaux, vous le montez à 5 ou 10 mètres de haut, et vous regardez aussi l'angle du talus naturel, et vous êtes déjà autour de 45 degrés, voire plus. Alors, la photo que je vous ai mise à droite ici, c'est pour vous, c'est quand je dis 180 mm, on ne se rend pas forcément compte. C'est des blocs, c'est des vrais blocs. Donc vibroconvacter un matériau comme ça, c'est très compliqué et ça nécessite de mettre en œuvre des moyens très spécifiques, dont on va parler juste après. Alors la première étape, c'était, puisqu'en maritime, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps et les ateliers coûtent très cher, donc on a anticipé un petit peu les travaux en faisant une planche d'essai en carrière, donc la même carrière dans laquelle on a fabriqué ces matériaux.
Donc on a fait une fosse de 80 mètres par 80 mètres, 15 mètres de profondeur, qu'on a renforcé avec des géotextiles et on a mis une membrane. On l'a rempli d'eau pour simuler la mer et on a déversé le matériau dans des conditions qui nous semblaient à peu près similaires ou comparables à ce qu'on allait avoir après sur site. L'objectif était simple, caractériser à peu près la densité initiale du matériau après déversement. 2, de voir comment allait se comporter ce matériau après vibrocompaction. Et 3, évidemment, comme on est en maritime et qu'on a 20 mètres de tranche d'eau avant de toucher la première assise, les essais pressiométriques sont assez difficiles à faire. Donc on avait décidé de corréler la résistance pénétrométrique au module pressiométrique. Il est plus facile de faire des CPT avec des bâtis sous-marins en mettant des pressios sous barge. En plus qu'on est arrivé à des saisons qui n'étaient pas favorables, donc ça devient compliqué de faire des essais pressiométriques avec 20 mètres d'eau au-dessus de la tête. Donc cette planche d'essai a été découpée en 4 zones. Il y a une 5e zone que je n'ai pas représentée ici. C'est le groupement ITFM qui s'est chargé des travaux, donc Intrafort et Ménard. Chacun ont eu deux zones. Donc on a fait des mailles de 3,10 mètres triangulaires et jusqu'à 3,8 mètres triangulaires. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça, dans un premier temps, donc là, sur la photo de gauche, vous avez la photo de la fosse après remblaiement et avant vibrocompaction. Donc, on a fait toute une batterie de tests là, qui sont indiqués ici, avant traitement et après traitement. Et une photo sur la photo de droite, vous avez l'atelier en cours de vibrocompaction. Vous remarquerez qu'on a une configuration particulière sur la planche d'essai. On a laissé 2 zones de talus ouvertes pour voir un petit peu aussi comment allaient se comporter les talus. Parce que quand vous avez des talus de 30 mètres de hauteur, pas évident de savoir si le talus ne va pas s'affaisser et que le matériau se comporte correctement. Les résultats pénétrométriques étaient les suivants. Donc sur les courbes gauche en pointillé, vous avez la densité initiale du matériau. Donc on tourne autour de 4 MPa. On voit qu'il y a un léger décroché à partir de 8 mètres de profondeur. Donc on a une certaine amélioration de la compacité à partir de 8 mètres de profondeur. Et les différentes mailles de traitement sont indiquées en trait plein. Donc on partait d'une densité relative, on va dire de 45%. Et les résultats, en fonction des mailles et des paramètres de vibrocompaction qui ont été injectés, ont tourné entre 65 et 80%. Bien sûr, en maritime, il faut qu'on sache quelles vont être les enveloppes de remblai avant vibrocompaction. Donc, toutes ces campagnes de tests, elles ont été faites avec des mesures de tassement. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On a mis un extensomètre, j'en parlerai pas. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait du scan 3D. Donc, si on regarde de la gauche vers la droite, sur la photo de gauche en violet, vous avez l'état initial de la plateforme. Sur la partie centrale, vous avez la première maille de traitement qui est réalisée. Donc, vous voyez les impacts qui se dessinent. Donc, c'est les cratères qui se forment. Et par différence des deux, vous avez le tassement qui a été obtenu dans la maille traitée. Donc là, sur la maille qui est présentée ici, vous avez un tassement en jaune de l'ordre de 1,50 m, donc soit 10% à peu près de tassement obtenu après vibrocompaction. Et ce qui est intéressant avec ce type d'exercice, c'est que vous voyez la propagation du tassement en fonction de la distance. Donc ça, c'est des informations très importantes qui sont utilisées après pour voir aussi comment, quand vous allez vibrer les talus, quelle va être la propagation des tassements déjà sur les assises. Donc vous allez avoir un tassement complémentaire qui va se cumuler déjà avant d'attaquer l'assise. Les enseignements de cette planche d'essai, on peut en retirer 4. Donc le premier, il était assez facile, c'était l'angle de frottement, il était atteint avant vibrocompaction. Le deuxième, c'était corréler la résistance pénétrométrique au module Ménard. Donc l'objectif qui était demandé, c'était 17,5. 17,5, ça correspondait à un QC de 12 mégapascales. On a fait des études de sensibilité sur ces corrélations qui ont été utilisées après. Troisième point très important, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a fait, c'est assez peu courant quand vous faites de la vibrocompaction, c'est des analyses énergétiques. Donc qu'est-ce qu'on veut faire là ici ? On veut corréler la résistance pénétrométrique à l'énergie que l'on développe. Ça, c'est très important pour nos paramètres de vibrocompaction. Et donc là, on a établi 2 corrélations, une de 2 à 8 mètres de profondeur, et une qui est linéaire, et une au-delà de 8 mètres de profondeur qui est plutôt de type parabolique. Donc ça, c'est issu directement des essais expérimentaux mesurés sur site. Et dernière corrélation très importante qui va nous servir pour la suite, la relation entre la densité et le tassement.
Alors, la première courbe en vert que vous voyez, c'était issu très préliminairement des essais laboratoires Fugro. On avait déterminé une première relation entre la densité du matériau et le tassement que l'on allait générer. Et en fait, cette corrélation, on l'a confrontée aux résultats expérimentaux de la planche d'essai. Donc, c'est tous les points que vous voyez en bleu qui ont permis de définir la relation qui est indiquée à l'écran. Et ça, cette relation, après, on s'en sert pour définir les enveloppes de remblaiement avant vibrocompaction et établir toutes les cartes de tassement. Donc ça, c'est une relation qui est les deux dernières corrélations que je vous ai montrées, elles sont fondamentales et elles vont servir pour toute la phase suivante. Alors cette planche d'essai, c'était bien. Vous voyez qu'on a mis quand même les moyens. C'était une fosse qui était assez importante, mais ça ne suffisait pas. Donc ce qui avait été vendu au client, et pour le rassurer, puisqu'on a des conditions quand même qui sont un petit peu différentes en MERS, à savoir qu'on n'a plus 15 mètres de remblai sur les premières assises, mais on a plutôt 30 mètres de remblai, donc on double la hauteur de remblai. Deuxièmement, on a une tranche d'eau de 20 mètres qui vient surmonter l'assise, donc ça veut dire qu'il faut descendre à 50 mètres de profondeur. Et tout ça se fait depuis des barges en conditions dynamiques, donc avec des déclassements de grues, avec des efforts qui peuvent s'exercer sur le matériel, dans des conditions qui sont très compliquées. Donc la première étape, c'était de vérifier que nos calculs prévisionnels pour dimensionner le matériel étaient à peu près corrects, en se confrontant à la réalité sur les premières assises à Monaco. Alors la première étape, c'était relativement simple, c'était mesurer la densité initiale du matériau. Et en fait, on a été un petit peu surpris. On pensait qu'il y aurait des différences. On n'avait pas 45%, mais plutôt 60%. 60%, en fait, ça s'explique très bien. C'est lié en fait à la méthode de mise en œuvre. Pour mettre en œuvre ce matériau, ce 2580, vous avez des bateaux qui sont des vraies usines, qui font 300 ou 400 mètres de long, et en fait qui ont des grosses cuves qui contiennent le 2580, et vous avez ça s'appelle des fall pipe vessels, pour ceux qui connaissent, un gros tube en fait qui permet de déverser le matériau comme un Karcher, et qui en fait auto-compacte le matériau à la mise en place. Donc ça, effectivement, c'était une surprise, puisque au lieu d'avoir des QC de l'ordre de 80 MPa, on était plutôt au double. Et donc, il a fallu réajuster tous nos calculs. Là, ce que j'ai mis à l'écran, c'est la photo du Manta. Donc, c'est le bâti sous-marin qui a été utilisé pour vérifier la compacité du matériau. Donc, avant vibrocompaction, c'est assez facile. Bon, on monte les tiges avant. On essaye de le positionner à peu près au bon endroit par GPS. Par contre, après vibrocompaction, quand vous avez des cratères à un champ de mine, ça dépend de la méthode et du vibreur qui est utilisé, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que si vous partez déjà en incliné, il y a très peu de chances que vous puissiez descendre dans le 20-180. Ce qu'on a proposé aussi, c'est que c'est bien d'utiliser des corrélations. Le CPT, c'est intéressant, mais on s'est confronté aussi à des mesures réelles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait les pesées de chaque bateau. On connaissait le poids de chaque chargement. Et à chaque déchargement, on pouvait faire des bathymétries. Et en faisant des bathymétries et avec les pesées, on savait calculer les densités du matériau dans chacune des zones. Et on a confronté les résultats, que ce soit pour la planche d'essai ou la planche de convenance, les résultats que nous fournissait le CPT aux résultats calculés. Et vous voyez qu'on est à moins d'1%, ce qui est totalement satisfaisant et qui était plutôt rassurant pour tout le monde. Et ça permettait aussi, parce que les CPT, on n'en a pas fait, on n'a fait qu'au départ pour la planche de convenance, on n'allait pas faire des CPT pour chaque assise, permettait de savoir dans chacune des zones, donc on avait 17 assises pour simplifier, sur les 17 assises, quelle était la densité initiale du matériau avant vibrocompaction. Alors, comme je vous ai dit, ce qui est important, c'était de bien maîtriser les paramètres de vibrocompaction. Donc on avait deux corrélations, là j'en présente qu'une, mais c'est exactement le même sujet sur la corrélation au-delà de 8 mètres de profondeur. Donc on avait cette corrélation qui nous permettait de définir les paramètres de vibrocompaction en partant de 4 mégapascales, qui était la densité qu'on avait sur la planche d'essai en terrestre. On savait qu'il fallait qu'on mette 460 kJ par mètre cube pour atteindre les résultats, le fameux QC de 12 mégapascales dont j'ai parlé juste avant. Là, on partait d'un état initial de 8,5 mégapascales, donc en fait, il n'y avait plus que 205 kJ par mètre cube à développer. 205 kJ par mètre cube, c'est assez théorique, on prend toujours une marge. On a choisi d'en mettre 250, qui a conduit au paramètre suivant. Donc on a relâché la maille, on avait prévu de faire des mailles de 3,40 triangulaires, on est passé à du 3,8 triangulaire. Et après, au niveau des paramètres, on avait des hauteurs de passe de 70 cm et des critères d'ampérage de 290, ou, c'est toujours un critère ou en général,
40 secondes pour la partie haute et 30 secondes pour la partie basse. Deuxième étape très importante, le recalage des tassements cibles. On visait à peu près 10% à partir de la planche d'essai en carrière. Là, on avait sur les 8 premiers mètres une densité relative de 72%. Donc on estimait un tassement de 4% sur les 8 premiers mètres. Et ensuite, pour toute la partie inférieure, on partait de 57%. On a estimé qu'on allait avoir à peu près 5,9% de tassement, ce qui nous a fait choisir un tassement cible de 5%. Donc toutes les enveloppes de tassement, au départ, elles ont été définies avec 5% de tassement. Maintenant, l'aspect un peu plus pratique des choses. Alors, on avait quand même pas mal d'informations avec cette planche d'essai en carrière. Ce qu'on avait prévu au départ, c'est un vibreur qui faisait 41 mètres une aiguille de 41 mètres de hauteur, avec 19 tonnes de poids. Très rapidement, on s'est aperçu que ça n'allait pas être suffisant pour pénétrer ce matériau, qui est extrêmement frottant et qui est difficile à pénétrer. Donc ce qu'on avait prévu, c'est qu'on allait créer une pièce un peu spécifique, faite sur mesure, qu'on a appelée un barillet. Donc c'est la partie, la pièce qui est en forme de fusée que vous voyez sur la partie gauche, qui permettait de passer de 19 à 32 tonnes. Ça a eu une efficacité immédiate. On l'a mesuré, les temps de pénétration étaient bien meilleurs, le vibreur ne chauffait pas quand on descendait dans ce type de matériau. Mais à la fin on avait un phasage très particulier puisqu'on commençait par vibrer les talus, puis après on faisait les assises. À la fin de la phase de vibrocompaction des assises, on s'est aperçu que ça n'allait pas être suffisant. Donc on a essayé de faire ce qu'on fait dans l'offshore dans un premier temps. Bon, on n'y croyait pas trop, mais on a essayé de le faire. On a utilisé une peinture spéciale. Elle a duré 2-3 heures, cette peinture spéciale. C'est toujours ça, mais bon, il fallait essayer. Et donc ce qu'on a fait après, c'est qu'on a créé un surpoids qu'on verra juste après, qu'on a appelé le pot de yaourt. En fait, c'est une double enveloppe en métal qui vient se clipser sur le barillet et qui permet de passer à peu près à 38 tonnes. Alors, 38 tonnes, je ne sais pas si ça vous parle, vous avez une aiguille qui fait 41 mètres de hauteur, vous avez 38 tonnes, vous avez un centre de gravité qui se déplace vers le haut, l'aiguille fait 30 cm, on le verra tout à l'heure. Ça nécessite de prendre des dispositions assez drastiques en termes de sécurité. La première disposition qu'on prend, c'est renforcer tous les connecteurs. Donc entre chaque follow tube, vous avez des coquilles. Donc c'est les espèces de rectangles là, que vous voyez ici. Là. Donc c'est des plaques en métal qui permettent d'éviter qu'il y ait des ruptures au niveau des tranchants de chaque follow tube. Et après, le sujet qui peut être assez problématique, c'est la connexion entre le follow-up tube et le nez du vibreur. Donc c'est le joint ici, au niveau du levage. Donc là, quand vous levez l'aiguille, il faut prendre des dispositions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une pièce spécifique qu'on appelle un clamp qui vient fermer ici. C'est une espèce de mâchoire en métal qui vient protéger le vibreur et reprendre les tranchants et les moments quand vous le levez. Alors là, c'est à gauche, vous voyez le barillet de 13 tonnes avec la personne qui est à côté pour mettre un petit peu l'échelle. Vous voyez que l'aiguille qui fait quand même 300 mm derrière, elle est ridicule par rapport au barillet. Et vous avez le fameux pot de yaourt qui vient se clipser sur le barillet pour avoir un poids total de 38 tonnes. Pour faire ça, il faut aménager les barges. Donc, on a des fourchettes. Donc, c'est l'espèce de plateforme métal là, que vous voyez ici qui permettent de clipser le vibreur et de faire toutes les opérations de maintenance. Et puis après, sur la barge, on a différentes dispositions. On a des stoppers qui permettent de lever l'aiguille. La phase la plus délicate, c'est le levage de l'aiguille. Dans cette phase-là, on ne met pas le pot de yaourt encore. On le mettra après quand on l'a mis à la verticale et dans la fourchette. Et l'étape la plus critique, c'est autour de 40 ou 45 degrés où vous prenez tous les moments dans l'aiguille. Et c'est une étape très délicate où vous devez prendre toutes les précautions parce que sur la barge, l'environnement est extrêmement contraint. La barge fait quand même 80 mètres par 30, hein, on ne s'en rend pas compte, donc c'est la longueur d'un stade de foot.
Donc les grues sont énormes pour lever ce type de charge. Vous avez des grues de 500 tonnes et 400 tonnes qui sont déclassées, hein, évidemment, pour les travaux maritimes. Mais toutes ces opérations sont très délicates et peuvent générer rapidement des incidents dramatiques si vous n'avez pas une expertise maritime dans ce domaine. Donc les phases de levage, dimensionnement de tous les appuis, des stoppers, des fourchettes, des grues, c'est une étape à ne pas négliger parce que la partie ingénierie, c'est important. Mais cette partie-là, elle est aussi importante parce qu'il y a des vidages. Alors les résultats de la planche d'essai, de la planche de convenance, ils étaient à la hauteur des espérances. On visait 12 MPa, on a eu 12,3 mégapascal, donc c'était plutôt satisfaisant. Et sur les tassements obtenus, on visait une assise à un niveau à moins 20-40, et vous voyez, on a discriminé par quart l'assise du caisson. On a eu un résultat à plus ou moins 10 cm de la cible, sur des assises qui faisaient 30 mètres de hauteur. Donc le résultat a été quand même très, très satisfaisant. On a quand même un petit peu recalé le tassement cible. Le 5% qu'on avait estimé lors de la planche d'essai en carrière, on est passé à 5,76. Et ce 5,76, on lui a mis un critère, enfin une marge. On avait une marge sur ce 5,76, plus 30% et moins 20%. On a aussi mis sur ce graphique, c'est le losange blanc, enfin le losange évidé que vous voyez ici, le résultat de la planche de convenance. On avait la densité, on avait le tassement, et vous voyez qu'on tombe relativement bien au niveau de la corrélation qu'on avait définie. On a réajusté un petit peu la pente de la corrélation, et après on est parti sur ce 5,8% pour toute la phase travaux. Là, on se fait un petit saut dans le temps, ce graphique, et en abscisse, vous avez les hauteurs de traitement qui vont de 30 mètres jusqu'à 5 mètres. Donc les plus petites abscisses faisaient 5 mètres, les plus grandes faisaient 30 mètres. On avait notre tassement de cible de 5,8% en pointillé rouge, et notre bande qui permettait de définir la tolérance haute et tolérance basse. Et vous voyez que pour toutes les assises, excepté 2, C0 et C1, on est rentré dans les cibles qu'on s'était fixées. Alors, C0 et C1, on est sorti parce que normalement, les assises, les racks sont sur des purges totales au rocher. Pour cette partie-là, il y avait les assises C0 et C1, il y avait deux éléments qui nous ont conduit à avoir un tassement un peu plus important que sur le reste. C'est qu'il restait par endroits des sédiments sableux qui ont tassé lorsqu'on a vibré. Et il y avait aussi une faille avec un remplissage qui a réagi à la vibrocompaction. Ça a permis effectivement de se conforter dans notre première prédiction. Et en plus de ça, pendant toute la phase chantier, il y a eu un grand nombre de contrôles qui ont été définis. Donc, vérification par la maîtrise d'œuvre qui a fait un gros travail de tous les enregistrements de paramètres. Donc chaque fiche a été étudiée au crible et passée au crible. Vérification de l'énergie volumique, vérification des profondeurs et conformité des tassements. Donc tous ces critères ont été soumis au contrôleur technique qui a, je pense, apprécié la démarche et qui l'a validé. Et ce que je voulais dire, c'est que quand vous avez des chantiers avec ce type de matériaux qui est hors norme, c'est important d'avoir quand même des gens de qualité qui ont un sens de l'ingénierie assez affûté, mais c'est aussi important de mettre la même énergie pour toute l'expertise maritime. Parce que sur ce genre de chantier, où on est contraint par le temps et l'argent, à Monaco, ou ailleurs, vous savez que c'est le cas, mais en maritime, les chiffres déroulent très vite. Il faut des gens qui ont vraiment une expertise maritime. Parce qu'on n'a pas eu d'accident, heureusement, tout s'est bien passé. Mais les tensions exercées sur les câbles, sur les lignes, les objets qu'on manipule sont extrêmement lourds, ça ne pardonne pas. Voilà, donc
j'en finis là, mais c'était important d'insister là-dessus, que l'ingénierie, c'est très important, mais les expertises maritimes, les gens qui dimensionnent ces objets, aussi, font partie de notre quotidien et ils doivent être aussi mis en avant. Merci.